Je m'appelle Vincent Hénin, je suis journaliste pour un magazine qui s'appelle Ouzbek Erika, qui est un magazine qui fait de la prospective et qui regarde le futur. Je suis donc à titre individuel particulièrement intéressé par les 3 débats qui vont suivre dans cette journée, à chaque fois d'1h30, sur le thème insoutenable, point d'exclamation, comme le suspense, quelle solution pour un monde meilleur et désirable, point d'interrogation, question auxquelles nous tâcherons de répondre avec nos 6 panélistes tout au long de la journée. Mais d'abord, je me tourne à ma gauche vers le grand organisateur de cette journée, Jean-Patrick Masson. Bonjour. Pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes le président d'Alter, vous êtes donc à l'initiative de cette journée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le pourquoi de ce thème si particulier de l'insoutenabilité ? Alors tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, dire que quand Alter Bourgogne-Franche-Comté a été créé, sous le vocable Bourgogne à l'époque, en fait le sous-titre d'Alter, c'est l'Agence régionale pour l'environnement et le développement soutenable. C'est-à-dire que déjà à l'époque, nous avions choisi de nous tourner vers les aspects de soutenabilité des modèles qui sont ceux que nous avons au quotidien, que nous fréquentons au quotidien, que nous vivons au quotidien. Quand on regarde un peu les choses autour de nous, on s'aperçoit de quoi ? On s'aperçoit que la machine économique, la machine environnementale, la biodiversité, tout est en train de s'accélérer vers une situation qui devient pour tous insoutenable. Alors, si je regarde un petit peu l'actualité récente, entre les incendies, les tempêtes de neige, les différents problèmes, je dirais, du quotidien, et je veux parler par exemple des gilets jaunes, c'est pas soutenable non plus le modèle pour une partie de la population. Donc, tous ces éléments font penser que nous allons tout droit vers un système qui sera insoutenable pour l'immense majorité des habitants de notre planète. Et ça n'exclut pas les habitants de notre propre pays qui sont plutôt plus favorisés que la majorité des habitants de la Terre. Donc nous sommes tous concernés par le fait que devant nous, il y a une situation qui est insoutenable. Je ne dis même pas qui devient insoutenable, qui est insoutenable. Elle est déjà insoutenable pour une partie d'entre nous. Alors, Alter, ce n'est pas le constat de cette insoutenabilité, le constat, j'allais dire, pessimiste de ce qui vient devant nous, mais c'est aussi la recherche de solutions. Donc, des solutions, il nous faut les élaborer. Il nous faut les élaborer en regardant autour de nous, donc en déconstruisant le système dans sa compréhension, c'est-à-dire la situation actuelle, et puis en regardant comment ces briques de ce système peuvent se recombiner de manière différente pour aller vers un monde. Alors, on a mis meilleur et désirable parce qu'on pense que les 2 aspects sont nécessaires. Il nous faut désirer aller vers des choses positives, des choses intéressantes, des choses qui nous permettent au quotidien d'être vraiment vers finalement une vie agréable, une vie qui soit dans un contexte, dans un monde meilleur. Alors, définir tout ça, moi je compte beaucoup sur les intervenants pour nous donner les outils pour aller vers cette logique de monde meilleur et collectivement et désirable pour chacun d'entre nous. Voilà ce que je souhaitais vous dire en introduction. J'attends beaucoup, comme à l'habitude de cette journée. Je sais que vous êtes nombreux à la fréquenter. Vous le savez tous. Eh bien, aujourd'hui, on est dans une situation un peu particulière liée à la pandémie. Habituellement, nous sommes entre 200 et 250 en présentiel. Je sais que vous êtes très nombreux de l'autre côté de votre écran. Je vous souhaite donc une très bonne journée, qu'elle vous apporte comme à l'habitude beaucoup de sujets de réflexion et une pause, je veux dire un regard nouveau vers ce qui peut être notre travail dans les années qui viennent. Merci à vous et puis la parole est à la vice-présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté, Stéphanie Mode, qui j'espère est connectée et peut nous dire quelques mots sur cette journée. À elle la parole. Bonjour Stéphanie. Bonjour Jean-Patrick, bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous m'entendez, c'est tout bon ?
On vous entend faiblement, mais la régie va vous monter, je vous rassure. D'accord. Alors, donc je vais essayer de parler un peu fort. Vous me direz si du coup, je parle trop fort après. En tout cas, je suis très heureuse d'être présente aujourd'hui avec vous par Zoom interposé pour cette journée, nouvelle journée d'Alter Bourgogne-Franche-Comté qui s'annonce, comme l'a dit le président Jean-Patrick Masson, comme les précédentes, donc riche en interventions, réflexions et pistes pour la question qui nous intéresse, qui est très globalement et même si aujourd'hui on va faire un focus particulier, qui est la transition écologique. Moi, je voudrais juste revenir un petit peu en arrière et nous rappeler pourquoi on en est là aujourd'hui. Alors, rappelons-nous cette période pas si lointaine où tout était devenu disponible, au moins dans nos pays, en Europe, en Occident, ou presque, où tout était à portée de main, où tout s'est mis à coûter de moins en moins cher. À l'époque, le prix à payer, on ne connaissait pas encore. Les années 50-60 ont été le moment d'une grande bascule qui ébranla les vies quotidiennes de nos parents, de nos grands-parents, hygiène, mobilité individuelle, loisirs, équipements domestiques, sanitaire individuel, voiture familiale, logement confortable à l'époque, surtout la fantastique plastique. Voilà, c'était les couleurs, les formes, des modes, des gammes. Malheureusement, très vite, les déchets se sont mis à s'accumuler. Nos villes et villages se sont regroupés, ont organisé la collecte des déchets, les ont déversés plus loin, les ont brûlés, mais ça continue à déborder. Plastique parsème, recouvre, s'accroche partout. Alors, par rapport à ça, dès les années 70, on a bien vu, il y a des citoyens qui ont commencé à déplorer les abus de la consommation et la perte de sens de toute cette accumulation. Les scientifiques ont alerté, expliqué, démontré pollution et dégâts. Mais il faudra attendre 50 ans, 50 longues années, des alertes répétées. Jean-Patrick Masson l'a dit, des règlements climatiques. On en a beaucoup parlé, maintenant on est dedans, c'est plus un sujet abstrait, c'est quelque chose qu'on peut vivre malheureusement tous les jours et de façon extrêmement dramatique pour des populations qui sont par ailleurs déjà très fortement démunies en particulier. Donc ce sujet du dérèglement climatique est donc devenu, je dirais, pas encore central malheureusement, mais au moins le constat est partagé. La chaîne extraire, transformer, acheter, jeter est devenue insoutenable. La COP26, la 26e, a démontré encore une fois de plus que les consommations d'énergie, de matières premières, d'émissions de gaz à effet de serre n'avaient cessé de progresser. Et que si nous continuons sur la même piste, il est vraisemblable qu'un basculement aura lieu. Pour sortir de cette impasse, il faut nous modifier en profondeur nos modes de vie, nos modes de consommation, nos modes de production. La question, c'est comment consommer moins de ressources disponibles, les ressources disponibles, comment moins empoisonner les sols, les rivières, les humains, les animaux. La tâche est monumentale, elle n'est pas insurmontable. Des projets, actions, réalisations sont déjà en cours. Je ne vais pas être très longue parce que la journée va être longue et passionnante, mais juste dire, au modeste niveau de la région Bourgogne-Franche-Comté, ce qu'on peut faire à l'échelle d'une région. Et je vais prendre comme un exemple très très simple et je pense que ça pourra commencer à illustrer les propos qui vont être tenus par la suite. Donc notre région Bourgogne-Franche-Comté s'attelle déjà depuis des années à soutenir et porter des projets qui sont soutenables pour la planète et vertueux. Il faut qu'on aille beaucoup plus loin maintenant. Alors, je vais parler d'un projet qui me tient à cœur, qui est la feuille de route de l'économie circulaire, avec comme objectif que nous nous sommes fixés, objectif d'une utilisation sobre et efficace des ressources, qui repose sur 4 principes directeurs indissociables. Préservation des ressources, substitution des ressources non renouvelables, sobriété, efficacité dans l'utilisation des ressources, avec objectif de réduire notre intensité ressources d'un facteur 4. Notre deuxième objectif, il est la recherche des résiliences des territoires. Elle passe par le renforcement de l'autonomie régionale globale de la région, le développement de boucles locales de ressources pour préserver le capital de ressources, nos biens communs, assurer les besoins fondamentaux des populations et générer de la valeur sur les territoires. Troisième objectif, articuler les usages dans la consommation de ressources et la hiérarchie des modes de traitement pour les déchets. Quatrième objectif, intégration et portage dans les différentes stratégies régionales. Le Conseil régional entend donc développer une démarche intégrée pour accélérer cette transition. Et cinquième objectif, et là c'est le plus important pour moi, et c'est toute la raison de l'importance de journées telles que Alter Bourgogne-Franche-Comté l'organise aujourd'hui, c'est la nécessaire participation de tous les acteurs, territoires, citoyens, pour permettre le déploiement de l'économie circulaire comme un levier de développement économique et social, et changer nos modes de consommation et nos modes de production. Donc, je nous souhaite à tous et à toutes une excellente journée, très productive. J'ai vu qu'il y avait des intervenants de grande qualité. On ne va pas tout résoudre aujourd'hui, mais je pense vraiment que
toutes les pistes qui seront dégagées au cours de cette journée, les discussions qui vont pouvoir s'engager à ce propos, seront vraiment une pierre supplémentaire à l'édifice. Jean-Patrick, tu l'as dit, on a peu de temps encore pour agir, mais nous avons le temps pour agir. Et moi, je reste résolument optimiste. Je pense que nous pouvons aller vers une sobriété heureuse, une société moins consommatrice, une société plus solidaire. Je pense aussi, parce que tu l'as dit, c'est vrai qu'ici, nous ne sommes pas les plus malheureux, même s'il y a une partie de la population qui souffre, qui n'y arrive plus, qui se pose des questions. On est tous dans cet état de questionnement. La pandémie a rajouté sur les questionnements si nécessaires que nous avons sur nos modes de production, nos modes de vie. Mais en tout cas, je suis sûre que tous ensemble, nous saurons mettre de nouveau l'humanité pour que nous puissions laisser à nos enfants, à nos petits-enfants, un monde, tu l'as dit, désirable, un monde souhaitable, en tout cas un monde vivable. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée, des productions très intéressantes et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous Stéphanie pour ces exemples très concrets, notamment sur évidemment la feuille de route pour l'économie circulaire. Alors pour que cette journée soit la plus interactive et riche possible, je vous enjoins dans le chat à envoyer toutes vos questions qui m'arriveront par la magie de la technologie sur un écran et je pourrai les partager avec nos intervenants et intervenantes de haut vol. Sans perdre de temps, on va aller vers le premier panel de la journée, à savoir soutenabilité versus insoutenabilité. De quoi parle-t-on? On va donner des définitions sur les limites de la planète et comment, qu'est-ce qui est vraiment en jeu sur ces questions de soutenabilité, avec Natacha Gondran qui doit être avec nous à distance et à mes côtés le docteur Hélène Lavoie. Je vous présenterai évidemment chaque intervenant au fur et à mesure et donc tout au long de la journée on aura à chaque fois un intervenant à distance et un intervenant en présentiel, ce qui ne change rien pour vous et vos questions, vous pouvez les envoyer, les deux y répondront joyeusement. Docteur Hélène Natacha Gondran, pardon, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, bonjour. Bonjour. Alors, pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes professeur en évaluation environnementale à l'école des mines de Saint-Étienne et vous êtes co-autrice avec Aurélien Bouteau de Les limites planétaires à la découverte. C'est un des ouvrages que vous avez écrit ensemble. Vous avez aussi coécrit un livre sur l'empreinte écologique. Et on va vraiment ouvrir cette journée avec vous avec des définitions très importantes qui nous permettront de rebondir tout au long de la journée. Déjà, vous allez nous expliquer que quand on parle de soutenabilité, il faudrait rajouter un S, parce qu'il y a une nuance de taille entre la soutenabilité faible et la soutenabilité forte. Donc déjà, j'aimerais bien que vous nous explicitiez cela. Et ensuite, effectivement, donc, nous parler des fameuses limites planétaires. On en dénombre 9. Malheureusement, pour celles et ceux d'entre nous qui suivent l'actualité, on en a franchi une 5e cette semaine avec la pollution chimique. On a compris que c'était très grave. Je vais peut-être vous laisser nous expliciter à quel point c'est catastrophique et ce qu'on peut faire pour éviter d'aller plus rapidement dans le mur. Bonjour, merci. Vous voyez mon écran? Oui, c'est bon, parfait. Effectivement, je ne pensais pas être autant dans l'actualité que ça quand on a préparé cette intervention, mais du coup, mardi a été publiée une nouvelle étude, alors qui était entre guillemets dans les tuyaux depuis plusieurs mois. Et du coup, on va dire que les médias français s'intéressent beaucoup aux limites planétaires aujourd'hui. Donc cette intervention est d'actualité. Je vais vous parler, donc c'est sur la base d'un livre qu'on a effectivement coécrit avec Aurélien Bouteau, et je vais vous parler du cadre des limites planétaires. Alors déjà, je suis effectivement enseignante-chercheur, mais je ne travaille pas forcément à définir ces limites. Par contre, les limites planétaires, c'est un cadre qui fait l'objet de toute une littérature en langue anglaise, et avec Aurélien, comme on l'avait fait il y a une dizaine d'années sur l'empreinte écologique, on s'est attaché à traduire la littérature anglophone en langue française, parce que ce concept nous semble effectivement très intéressant pour rendre plus concrets les enjeux de la durabilité. Et du coup, on voulait mieux le faire connaître en fait dans la communauté française. Donc, je vais essayer de présenter rapidement de quoi il s'agit. Donc, on va d'abord parler, parce que quand on parle limite, souvent on pense plutôt finitude des ressources, et le cadre des limites planétaires tel qu'il est présenté aujourd'hui dans la littérature scientifique, c'est un peu autre chose. Donc, je vais ensuite présenter ce cadre, et à la fin, on fera le lien avec les questions de soutenabilité. Donc, effectivement, la prise de conscience des limites, on peut dire
que effectivement, j'ai bien aimé le petit historique qui a été fait par Stéphane Nimode, parce que effectivement, tant que l'homme vivait principalement du travail de la terre, je pense que les limites, il en avait intrinsèquement conscience et qu'il n'avait pas forcément besoin de les théoriser. À partir du moment où il y a eu une révolution industrielle et où on a commencé à s'éloigner finalement du vivant et du travail de la terre, il y a eu une prise de conscience en fait sur cette question des limites qui a évolué. Donc très très connu effectivement les travaux de Thomas Malthus qui alertait le fait que si on avait une croissance démographique, il y a un moment où les ressources biologiques ne pourraient pas suffire pour alimenter la population, en sachant qu'il n'avait pas pris en compte dans ses calculs le changement technologique. Ensuite, si on va un peu plus en avant, en 1972, un rapport très important, The Limit to Growth, qui a été traduit en français par Halte à la croissance, est venu modéliser. 1972, c'était le début des calculs informatiques, de la puissance des calculs informatiques et de la science systémique en fait, qui mettait en relation différents paramètres. Et donc, ce rapport montrait que selon les différents modèles, on ne pouvait pas avoir une croissance à la fois démographique et économique infinie dans un monde aux dimensions finies. Et un petit exemple qu'on a pris dans notre livre qui est assez intéressant, c'est un pari entre Paul Ehrlich, donc, que vous voyez sur la gauche, je ne sais pas si vous voyez ma souris, et Julian Simon. Paul Ehrlich, c'est un biologiste, et Julian Simon, c'est un économiste. Et ils avaient en 1980 ils avaient parié sur la hausse du prix des matières premières. Donc le biologiste Paul Ehrlich avait dit moi je te parie que dans 10 ans l'ensemble des matières premières va avoir augmenté puisqu'on est dans une période de croissance économique forte. Et Julian Simon avait dit non, la technologie va résoudre le problème et moi je te parie que le prix des matières premières ne va pas augmenter. Tu choisis 5 matières premières et si tu gagnes, on se retrouve dans 10 ans et on voit qui c'est qui a gagné le pari. Et donc, effectivement, ils ont choisi 5 matières premières. C'est Paul Ehrlich qui a choisi 5 matières premières, donc plutôt des minéraux. Et en 1990, le prix de ces 5 matières premières avait diminué. Donc, pourquoi ? Parce qu'il y avait une croissance économique et démographique forte, mais la technologie avait fait que on avait pu extraire plus facilement ces ressources et peut-être changer d'utilisation de ressources. Et donc, le prix des matières premières avait diminué. Mais au même moment, dans le début du XXIe siècle, de nombreuses alertes sont venues non pas sur les limites associées aux ressources, mais les limites associées à la capacité de l'écosystème Terre à absorber les pollutions qu'on va émettre. Et donc, en particulier, à l'initiative de Johan Rockström, qui est un agronome du Stockholm Environment Institute à l'époque, qui est quelqu'un de très, très pédagogue, il a réuni autour de lui beaucoup de scientifiques de disciplines différentes, avec pour objectif de fixer un cadre commun sur l'ensemble des problèmes. Chacun travaillait un peu, entre guillemets, dans son coin, dans sa communauté, sur des sujets donnés, donc le changement climatique, certains sur l'écologie, la biodiversité, etc. Et il a réuni plein de gens très connus sur des sujets différents, et pour essayer de trouver un cadre commun. Et ce dont ils se sont aperçus, c'est que déjà, la biosphère risquait d'atteindre des seuils critiques cette atteinte de seuil critique était déjà bien documentée en biologie sur des écosystèmes localisés. Donc là, typiquement, c'est une photo de la mer d'Aral. Si un écosystème est capable et tout le temps en équilibre, donc il est capable d'absorber un certain niveau de changement, un certain niveau de pollution, par exemple, ou là pour la mer d'Aral, c'était un certain niveau de moins d'apport de ressources en eau, par exemple. Et donc ça, c'était bien documenté au niveau localisé, c'est-à-dire que l'écosystème peut peut garder son équilibre dans un certain niveau
de perturbation, on va dire, mais au-delà d'un certain seuil de perturbation, il va complètement changer d'état. Et donc, la crainte de ces scientifiques, c'était que ça arrive non seulement au niveau d'un écosystème localisé, mais au niveau de la planète tout entière. Et à cette période, il y a eu des dizaines d'articles scientifiques, j'en ai mis quelques-uns, où des scientifiques de haut niveau qui publiaient dans les revues les plus connues, les plus renommées, donc Nature aux sciences, se sont mis à alerter l'humanité et les décideurs sur ce risque-là. Et donc, ces gens qui ont travaillé ensemble, déjà, la première chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont défini, comme vous l'avez dit, 9 sujets de préoccupation, on va dire, qui font l'objet de ces fameuses limites. Donc, il y a le changement, on va les détailler, donc je ne vais pas les détailler là tout entières. Et donc, effectivement, il y en avait 2 qui n'avaient pas encore été définis, quantifiés, on va dire. Et il y a une publication qui est parue très récemment, qui est venue en quantifier une, mais je garde la surprise pour la fin. Donc, en fait, pour présenter ce cadre, c'est Johan Rockström qui prend cette image. C'est l'image de cet homme. Tant qu'il est situé à l'endroit où il est, tout se passe bien. Mais s'il recule d'1 mètre, là, ça ne va plus aller bien du tout pour lui. Et en fait, l'idée de définir des limites, c'est exactement ça. C'est savoir où est la frontière, sachant qu'on peut aussi se dire que comme le système Terre est très complexe, en fait, là, on voit très bien où est la frontière, mais que dans la réalité, on serait dans du brouillard et on ne voit pas très bien où est la frontière. Donc, c'est tout l'enjeu, en fait, des scientifiques, de savoir comment on passe d'un état qui est stable depuis 10 000 ans, l'Holocène, et plutôt confortable pour le développement humain, on va dire, à un risque d'état qui soit différent, donc potentiellement moins agréable pour l'homme. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont défini ce cadre avec ce qu'ils appellent des variables de contrôle et des variables de réponse, mais en particulier, l'enjeu, c'est définir la variable de contrôle sur laquelle, si on dépasse la limite définie scientifique, enfin, voilà, la limite, on va changer d'état d'équilibre. Donc, quelles sont ces fameuses limites? Donc, il y en a 3 qui sont des grands processus de régulation planétaire. Donc, la couche d'ozone, le système climatique et les océans. Donc, sur chacun de ces sujets, il y a une limite qui a été mise. Alors, ce qui est intéressant avec la couche d'ozone, donc je suis très triste parce que je ne vois pas du tout les participants dans la salle. Je ne connais pas votre âge, mais j'ai tendance à dire en général, ceux qui ont mon âge, ils la connaissent bien parce que c'est un peu la seule et la première et la seule à ce jour success story de l'écologie, on va dire, puisque ça a été identifié, l'alerte scientifique a été lancée par les scientifiques au début des années 80, donc sur le fait que des molécules de chlorofluorocarbonés venaient dégrader la couche d'ozone qui est située dans la stratosphère et dans les années, donc en 1987, les entreprises il y a eu un protocole à Montréal qui a permis de trouver une solution. Donc, à la fois, les entreprises avaient trouvé une solution pour remplacer ces CFC, trouver des molécules qui soient moins impactantes, et les États ont fini par les bannir. Donc, la couche d'ozone a eu une valeur, donc je ne vais pas rentrer dans le détail des différentes variables, etc. Mais la frontière planétaire a été définie à un certain seuil. Johan Rockström montre un historique où elle a à un moment été dépassée un tout petit peu et où on a réussi à revenir en arrière en réduisant les émissions de chlorofluorocarbonés. Donc, c'est un exemple quand même assez intéressant à avoir en tête pour montrer que rien n'est... que c'est possible d'agir, en fait. Voilà. Sur les autres limites, on ne peut pas dire qu'on ait des résultats politiques et internationaux aussi favorables, mais on va quand même passer en revue chacun de ces limites. Donc, une des limites la plus connue aujourd'hui, la plus médiatisée, c'est le changement climatique, donc, qui est lié au gaz à effet de serre et au renforcement de ces gaz à effet de serre. Alors, gaz à effet de serre, vous le savez, il y en a plusieurs. Celui dont on parle le plus
lié aux émissions anthropiques, c'est le CO2. Donc, il fait l'objet d'une variable de contrôle. Mais ce n'est pas le seul à rentrer en compte. Il y a d'autres phénomènes, donc vous le savez, la déforestation, d'autres gaz à effet de serre, etc. Et donc du coup, pour le changement climatique, ils ont défini deux variables de contrôle. Donc cette fameuse concentration de CO2. Donc en 2015, oui, j'ai oublié de le dire. Il y a eu 2 publications majeures sur le thème des limites planétaires, signées par plusieurs dizaines de scientifiques, une en 2009 dans la revue Nature et une en 2015, donc signée, le premier auteur c'est Will Stephens, qui est un climatologue, qui a été publié dans Science en 2015. Et donc en 2015, la valeur constatée, elle était à 400 parties par million en concentration de CO2 dans l'atmosphère. Vous savez, cet été, il y a eu un rapport du GIEC qui est sorti et qui montre que on est aujourd'hui déjà à 410 parties par million. Donc, on dépasse encore plus. On est pour l'instant dans la zone d'incertitude et on tend vers se rapprocher de ce fameux seuil d'irréversibilité. On pourra revenir dessus tout à l'heure. Et l'autre variable de contrôle, c'est le forçage radiatif, parce que voilà, le CO2 n'est pas le seul contributeur au changement climatique, donc il fallait deux variables. Et là, c'est pareil, en 2015, la valeur constatée était à 2,3, alors que dans le dernier rapport du GIEC, on est déjà à 2,72 watts par mètre carré. Donc on voit qu'on s'approche de plus en plus du niveau dangereux sur ce thème. Donc c'est assez intéressant ce sujet, parce que le GIEC, typiquement, si on lit le rapport, vous avez sûrement tous entendu parler du rapport 1.5 en 2018 sur pourquoi fallait-il maintenir à moins une augmentation moyenne mondiale de température de 1,5 degré. Et en fait, on voit que le GIEC fixe autour de 1,5 degré le fameux seuil au-delà duquel on a des problèmes de rétroaction positive. Ce qui est assez intéressant, c'est de voir les scénarios qu'il fixe pour rester dans cette fameuse limite. Donc, il y a un scénario, le scénario P1, qui est très optimiste par rapport à la capacité de l'homme à changer rapidement et à réduire ses émissions. Donc, vous voyez, là, l'idée, c'est dans ce fameux, le premier scénario qui permet de rester dans cette limite des 1,5, on est avec un changement de pente sur les émissions mondiales de gaz à effet de serre dès 2020-2021, on va dire. On s'engage dans un déclin très fort de nos émissions de gaz à effet de serre. Et donc ça permet de rester dans cette fameuse limite des 1,5. Il y a d'autres scénarios qui sont moins optimistes par rapport à la capacité de l'homme de changer tout de suite. Donc on peut aller directement au... Ah mince, c'est bizarre parce que je vois que vous n'avez pas changé le... Non. Vous n'avez pas la bonne diapo, c'est bizarre, parce que jusqu'à présent, ça allait bien. Non, c'est bizarre. Je ne comprends pas pourquoi. Donc, vous n'avez pas ma diapo. Je vais la faire en vous l'expliquant. Donc, l'autre, le scénario qui est appelé le scénario P4, qui entre guillemets, autorise l'humanité à continuer à stabiliser ses émissions en réduisant l'augmentation, mais à les stabiliser jusque vers les années 2030 à peu près. Lui, si on veut rester dans la limite des 1,5 degrés, alors on est obligé de faire confiance là à la technologie et à ce que le GIEC appelle la bioénergie avec capture et stockage de carbone. C'est-à-dire qu'il va falloir planter des forêts ou des champs qui vont produire des plantes qui vont ensuite être brûlées et à la sortie des usines qui vont brûler les plantes pour fabriquer de l'électricité et de l'énergie, on va capturer et stocker le carbone. Donc ça, c'est un pari technologique très hasardeux parce que ces technologies aujourd'hui, elles n'existent pas et les expériences qu'il y a font que ça consomme quand même beaucoup d'énergie et ça a quand même des conséquences environnementales aussi. C'est pas complètement neutre. Donc c'est assez intéressant comme exemple, quoi. C'est-à-dire que derrière ces seuils, on peut avoir plusieurs choix de société
pour rester dans ces seuils. Donc, je vais essayer d'aller plus vite sur les autres en espérant que mes diapos passent. Je ne sais pas pourquoi ça passe plus. Donc, complètement lié au changement climatique, il y a la problématique de l'acidification des océans. Donc, je vous ai mis une... Voilà, ça repasse, je ne sais pas pourquoi. Je vous ai mis une équation, mais vous inquiétez pas, je ne vais pas parler de ça. En fait, vous le savez, l'océan capte beaucoup de CO2 et encore une fois, rien ne se fait de façon neutre, c'est-à-dire qu'en captant ce CO2, l'océan devient moins basique. C'est pour ça qu'on dit qu'il s'acidifie. Et le problème, c'est que ça vient modifier les écosystèmes qui sont dans l'océan et que du coup, ces écosystèmes deviennent moins stables, meurent. Et là, typiquement, sur la photo, c'est une barrière de corail. Et là où c'est intéressant aussi, c'est l'interrelation. Donc, d'une part, c'est dramatique parce que si on a une acidification trop forte de l'océan, on va avoir des changements d'écosystème et du coup, un changement de la vie qu'il peut y avoir dans les océans. Donc, déjà, ça, c'est dramatique sur un point de vue de la biodiversité. Mais c'est aussi très intéressant ou inquiétant. C'est-à-dire que souvent, sur les îles, dans les îles, donc qui sont très sensibles au changement climatique parce que risque augmentation du niveau de l'océan et risque plus fort de phénomènes de type tempête, etc., avec des risques d'inondation. En fait, quand les îles sont entourées par des barrières de corail, les barrières de corail, elles viennent amortir les vagues et donc elles protègent en quelque sorte les populations qui sont sur les îles. Donc, si les barrières de corail, elles meurent à cause de l'acidification, ça vient réduire la résilience, ou plutôt augmenter la vulnérabilité des populations qui vivent sur des îles qui jusqu'à présent étaient protégées par ces barrières. Donc au niveau de on ne va pas rentrer dans le détail, mais pour l'instant, la variable de contrôle liée à l'acidification des océans n'est pas encore dépassée, mais on sait que si on continue à émettre du CO2 tel qu'on le fait aujourd'hui, qui est ensuite absorbé dans les océans, on risque de petit à petit de dépasser cette variable. Les autres limites qui sont décrites sont associées au cycle. Donc on en parle souvent un petit peu moins, c'est les fameux cycles bio-géochimiques, et toutes les limites dont je vais parler maintenant sont associées aussi à la résilience des écosystèmes face à des perturbations. On pourra reparler de ça un peu plus tard. Donc la notion de cycle, j'imagine que vous la connaissez tous, donc vous savez en fait dans les milieux naturels, il y a des producteurs, des consommateurs primaires, des consommateurs secondaires, et en fait les éléments chimiques, ils sont sans cesse en mouvement entre les différentes sphères. Et grâce aux décomposeurs, les producteurs permettent de fabriquer de la matière organique, par exemple, et de mettre en circulation des produits qui étaient des produits minéraux. Et les décomposeurs permettent de boucler ce cycle pour pouvoir qu'ils soient à nouveau réutilisés par les végétaux. Les deux, donc il y a beaucoup de cycles, beaucoup de matières différentes, et les deux cycles qui ont été considérés comme faisant l'objet de limites planétaires sont les cycles de l'azote et du phosphore, donc qui sont aussi des cycles à l'origine des cycles naturels. C'est grâce à ces cycles-là qu'il y a de la vie telle qu'on la connaît sur Terre, avec les échanges entre les végétaux, les animaux, le sol, etc. Sauf que le problème qui au début n'était pas un problème, c'est que après la Seconde Guerre mondiale, s'est mis en place toute une industrie agro-industrielle, on va dire, pour permettre d'avoir des meilleurs rendements agricoles et donc pour permettre de nourrir la population mondiale. Et ça s'est fait principalement par l'usage de fertilisants, entre autres, on pourra revenir par ailleurs, mais entre autres par l'usage de fertilisants, où on a rajouté sur les sols du phosphore et de l'azote. Et sauf que quand il pleut, ce phosphore et cet azote, ils vont être lixiviés, lessivés, ramenés dans les cours d'eau, et ça va créer ce qu'on appelle l'eutrophisation. Alors l'eutrophisation, vous connaissez certains connaissent peut-être pas le mot scientifique, mais par contre, je crois que vous l'avez tous vu. Ça, c'est une photo prise à Angers, dans la Loire.
Je pense que dans la Bourgogne-Franche-Comté, on doit aussi voir des images comme ça, c'est-à-dire que d'un coup, en particulier quand il fait chaud, on a ce qu'on appelle des bloom algales, en fait, un développement intensif d'algues qui vient, encore une fois, modifier les écosystèmes et réduire typiquement, réduire la qualité de l'eau, la possibilité d'utilisation des milieux aquatiques, etc. Et donc, sur ces deux cycles, à la fois l'azote et le phosphore, donc là, c'est aussi un point intéressant parce que la variable n'était pas la même entre la publication de 2009 et de 2015 parce qu'il y a eu des échanges scientifiques sur le sujet. Mais dans les deux cas, les scientifiques qui travaillent sur les limites planétaires considèrent qu'on est vraiment en zone très dangereuse. En fait, on a dépassé le seuil. Donc, en France, typiquement, on le constate, quand on se promène autour des cours d'eau, on voit beaucoup de cours d'eau eutrophisés. Mais le risque qui est mis en évidence par cette variable au niveau planétaire, c'est un risque de ce qu'ils appellent un événement anoxique, c'est-à-dire que si l'océan a des taux trop importants d'azote et de phosphore, on peut avoir, entre guillemets, une eutrophisation de l'océan et une réduction de l'oxygène disponible pour les autres êtres vivants. Et ça, ce serait aussi vraiment très, très inquiétant comme phénomène. Voilà, j'ai passé très très vite sur les autres. Bon, le volume d'eau douce fait partie des variables planétaires aussi. Sachant que pour l'instant, au niveau planétaire, on considère qu'on est encore dans la zone verte, dans l'espace de sécurité, sachant que là, il y a quand même des disparités régionales très fortes. Donc là, cet enjeu, typiquement, il doit être plutôt regardé peut-être au niveau local. Le changement d'utilisation des sols aussi, qui est évidemment en lien avec le changement climatique, où on s'aperçoit que là, pour le coup, on est dans la zone jaune, la zone d'incertitude, avec une érosion de la couverture forestière qui est de plus en plus forte. Le dernier thème qui est... c'est pas le dernier, mais un thème très, très intéressant, c'est aussi l'érosion de la biodiversité. Donc, on peut avoir plusieurs raisons de s'intéresser, beaucoup de raisons de s'intéresser à la biodiversité, en particulier pour des dimensions éthiques. Il y a de plus en plus de travaux, je ne sais pas si vous avez lu les travaux de France de Valls, par exemple, qui montrent la richesse que l'on ne soupçonnait pas dans les relations entre les animaux, même les végétaux, etc. Mais dans le cadre des limites planétaires, ce qu'on va regarder, ça va être plutôt la dimension fonctionnelle, c'est-à-dire que selon les différents niveaux de diversité, que ce soit au niveau des individus, des espèces ou des milieux de vie, au plus un écosystème est varié, au plus il va être résilient face au changement. Et donc, au plus il y a des perturbations de type perturbations climatiques, sécheresse, etc., on va avoir des chances que l'écosystème il reste stable. Si on n'a qu'une seule espèce qui est dans un écosystème donné, pensez par exemple à une forêt, elle va être beaucoup moins résiliente face au changement climatique que si on a beaucoup d'espèces qui cohabitent. Et donc voilà, donc les deux variables de contrôle qui sont prises représentent ces différents niveaux de richesse. Donc il y en a une, c'est lié au taux d'extinction des espèces. Du coup, un taux d'extinction qu'ils ont estimé comme étant, entre guillemets, normal du fait de la théorie de l'évolution, qui est aux alentours de 10 extinctions par an et par million d'espèces. Aujourd'hui, la valeur constatée, qui est inconnue parce que du coup, on n'a pas connaissance scientifique de l'ensemble des espèces qui disparaissent, est plutôt estimée à 100 à 1000 extinctions d'espèces par an et par million d'espèces. Donc, vous voyez qu'on est là vraiment déjà dans la zone rouge. Et l'autre, je n'ai pas mis l'autre, il y avait une autre variable qui est plus liée au taux d'individus par espèce, où là, on voit aussi qu'on est bien au-delà de la zone qui serait une zone de sécurité. Donc, sur la biodiversité, il y a une alarme très, très forte qui est mise par le cadre des limites planétaires, et encore une fois, qui a à faire le lien avec les autres limites en termes de résilience. Alors, pour la petite histoire, entre guillemets, jusqu'à présent, il y avait deux autres thèmes qui n'étaient pas quantifiés. Donc, un des deux thèmes pas quantifiés, c'était l'introduction d'entités nouvelles. Donc, en gros, c'est les molécules de synthèse que l'on va introduire dans la biosphère.
Et il se trouve que mardi a été publié un nouvel article qui propose différentes variables de contrôle et qui montre que quelles que soient les variables choisies, donc il propose par exemple en orange, il y a la quantité de plastique, les pesticides aussi en gris. On s'aperçoit que si on ne suit ne serait-ce qu'entre 2000 et 2015, on a une augmentation vraiment très très importante des quantités produites au niveau mondial. Et l'autre chose aussi qui est mise en avant par cet article, c'est qu'il faut estimer ces molécules parce qu'on n'a pas connaissance aujourd'hui, il n'y a pas de suivi ni du nombre de molécules qui sont créées, ni de leur impact sur l'environnement. Et donc, ils ont conclu que du fait qu'on ne connaît pas, on n'a pas une connaissance suffisante sur ces molécules qui sont introduites. Donc, c'est des molécules qui n'existaient pas à l'état naturel, qui sont introduites dans les écosystèmes. Et du coup, ils considèrent aussi, comme vous le disiez en introduction, que c'est une limite qui est aussi considérée comme dépassée. Et l'autre variable qui, en 2015, n'avait pas été quantifiée, c'était sur les aérosols qui ont un rôle par rapport au changement climatique. Et là, pour le coup, entre guillemets, l'IPCC, donc le GIEC, dans son dernier rapport de 2021, semble montrer que globalement, jusqu'à présent, alors les aérosols, c'est les particules en fait. Donc, vous connaissez tous l'impact négatif pour la santé humaine de ces émissions de particules. Quand on est dans le cadre des limites planétaires, on ne regarde pas l'impact sur la santé humaine, mais sur l'écosystème Terre. Et par contre, là, le GIEC a montré qu'en fait, ces émissions de particules, pour l'instant, entre guillemets, elles nous avaient un peu protégés du changement climatique. Parce qu'elles avaient pour l'instant eu un rôle plutôt refroidissant dans l'ensemble. Donc la discussion scientifique continue sur ce sujet. Voilà, je n'ai pas du tout regardé le temps. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Mais juste très rapidement, les limites planétaires à peu près écoulées. Non, mais allez-y, parce que c'est important d'avoir les différentes visions de la soutenabilité. Je voudrais quand même juste qu'on termine là-dessus pour expliquer la différence entre la faible et la forte. Juste ce petit schéma, on l'utilise. Donc c'est Aurélien Bouteau, c'est basé sur René Passet. Je pense que la plupart d'entre vous l'ont déjà vu. Mais ce qui est intéressant, c'est que à Rio, la soutenabilité, on le voyait vraiment comme une approche consensuelle en mettant les trois piliers sur le même plan. La vision de la soutenabilité faible est basée sur le fait qu'on peut substituer, donc il y a eu beaucoup de publications là-dessus, sur le fait qu'on peut substituer capital naturel et capital économique. Et donc, quand on est dans une approche de soutenabilité faible, on considère que ce qui est important, c'est d'abord l'économie, à privilégier un peu quand l'économie va, tout va, quoi. La soutenabilité forte considère comme le fait que la priorité doit être donnée au capital naturel qui n'est pas substituable avec les autres types de capitaux. Et ce qui est à la fois intéressant et inquiétant, c'est que historiquement, c'était plutôt, entre guillemets, les courants écologiques qui prônaient la soutenabilité forte. Mais aujourd'hui, dans les publications dont je viens de vous présenter, les scientifiques, à chaque fois à la fin, concluent sur le fait qu'une approche de soutenabilité forte est importante. Et on a de plus en plus de scientifiques qui s'intègrent. Aujourd'hui, c'est plus du tout tabou dans le monde scientifique de se positionner dans une logique de soutenabilité forte, ce qui n'était pas le cas il y a une vingtaine d'années. Donc voilà, c'était ça sur quoi je voulais conclure. Sinon, très rapidement, dire que voilà, ce sur quoi nous, on travaille donc dans mon équipe, c'est de transformer ce cadre des limites planétaires en outil qui peut être utilisé à l'échelle locale, donc soit pour un territoire, soit pour une entreprise, par exemple. Et là aussi, on est dans des logiques plutôt de soutenabilité forte, parce que ça implique que ce cadre des limites planétaires, il faut traduire en une espèce de budget de droit à polluer, entre guillemets, auquel on a droit, alors qui est très, très faible, mais qui permet de relativiser
les impacts qui vont être émis et d'avoir ce qu'on appelle une évaluation dite absolue de la soutenabilité, c'est-à-dire qu'on peut savoir si on dépasse ou pas la capacité de charge qui est disponible. Et juste en guise de conclusion, en fait, là, je vous ai montré plein de chiffres et tout ça, ça peut être un peu rébarbatif, mais je pense que cette question des limites planétaires, ça nous invite à changer notre relation au vivant, d'une part en mieux connaissant en fait le vivant, tout ce qui nous entoure, comment ça fonctionne, et l'importance des différents êtres vivants qui sont autour de nous. Voilà, je vous remercie. Désolée si j'ai fait un peu trop long. Il n'y a aucun souci. Merci infiniment. De toute façon, on reparlera de ça cet après-midi avec Aurélien Osterling qui rappellera effectivement la supériorité de la soutenabilité forte sur la faible, parce que la dette qu'on contracte à l'écart du vivant, elle est littéralement irremboursable, contrairement à des dettes monétaires. On pourra revenir dessus. Juste avant de passer à Hélène Lavoie, il y a une petite question deux questions qui arrivent du public que je voulais prendre peut-être en écho avec vous. La première, c'est la question de l'alerte. Alors là, il y a eu un petit film d'auteur en décembre sur la plateforme Netflix qui s'appelle Don't Look Up, que presque personne n'a vu dans le monde, qui rappelle que les scientifiques ont beau s'égosiller, personne ne veut voir ce qui se passe. C'est pas un phénomène neuf. L'ancien président du Muséum national d'histoire naturelle, Jean Dorst, écrivait en 1965 un livre qui s'appelle Avant que nature meure, où il montrait déjà l'insoutenabilité de nos modèles de développement, et il disait en fait si la population mondiale passe je crois qu'en 1965 on devait être 2 ou 3 milliards à 10 milliards et qu'on a le mode de développement des Occidentaux, ce ne sera pas possible. Et il avait déjà quasiment tout anticipé. Il n'avait peut-être pas tellement vu les pollutions plastiques, mais pour le reste, il avait tout vu. Donc la question de la prise de conscience est majeure. Et il y a quelqu'un qui vous demande ce que vous pensez de la théorie du donut prônée par Oxfam pour faire prendre conscience de l'insoutenabilité. Est-ce que c'est quelque chose que vous conseillez ? Alors, la théorie du donut, elle est tout à fait basée sur ça, sur les limites planétaires. C'est un plafond entre guillemets environnemental à mettre en relation avec un socle social. Et donc, est-ce que je le conseille ou pas? Je ne sais pas. Pour moi, c'est d'abord un outil pour l'instant plus pédagogique, parce que comment on fait pour définir déjà les limites planétaires? Il y a tout un tas de scientifiques qui travaillent dessus pour définir comment est-ce qu'on les quantifie. Définir le socle social, comment on fait pour le quantifier, c'est aussi tout un enjeu là, qui fait appel aux sciences humaines. Donc là où il est intéressant ce donut, c'est qu'il faudrait il appelle à un dialogue interdisciplinaire et voire ouvert au-delà des sciences et à la sphère politique, citoyenne, etc. Parce que le socle social, pour le définir, ça ne peut pas être juste des scientifiques dans leur coin, dans leur bureau, quoi. Il faut que ça fasse appel aux sciences. Enfin, aux citoyens et aux politiques, justement. Il y a une autre question qui arrive. Au fond, vous nous avez défini 9 barrières, et il y en a qui sont extrêmement inquiétantes. L'acidification des océans, on voit bien que si ça continue, ne serait-ce que d'1 ou 2 degrés, il pourrait y avoir énormément d'espèces qui disparaissent. Et puis évidemment, l'érosion de la biodiversité, ça peut avoir des conséquences absolument cataclysmiques. Il y a des gens qui s'amusent à monétiser ce que coûterait la disparition des abeilles. C'est l'exemple le plus archétypal, et on voit bien que ce serait terrible. Elles sont infiniment moins médiatisées que le changement climatique, dont on commence à parler en tant que dérèglement, mais historiquement on a surtout parlé du réchauffement, et au fond c'est pas forcément le plus préoccupant, et pourtant ça occupe 95% du temps de parole sur ces questions. Est-ce que vous comprenez pourquoi ? Justement, c'est pour ça qu'avec Aurélien, on a choisi de s'intéresser à ce cadre des limites planétaires. Au début, c'était pour se dire, ok, bon, il y a le changement climatique, mais il n'y a pas que ça. Paradoxalement, en se penchant vraiment sur le problème, en lisant par exemple le rapport du GIEC là, de 2018, on s'est dit, ah oui, il y a quand même vraiment un très très gros problème du côté du climat. Donc, je pense qu'il y a une vraie urgence climatique, ça je ne le remets pas en cause. Après, la difficulté, c'est la complexité. Voilà, là vous voyez, j'ai essayé de faire super vite et déjà j'ai dépassé le temps que vous m'avez accordé, et ça me semblait quand même important de parler de tout. Le problème, c'est, je pense, c'est aussi la façon dont sont organisés les médias, où il faut que tout se passe super vite, les messages passent très très vite, et qu'ils arrivent quand il y a des événements. Typiquement hier, j'ai été sollicitée par des journalistes parce qu'il y avait cet article qui était paru sur les entités nouvelles. Sinon, les limites planétaires, en général, ça n'intéresse pas grand monde. Et il y a aussi le fait que c'est inquiétant parce qu'on se dit, ça part un peu de tous les côtés, et il n'y en a pas une qui semble moins inquiétante que les autres.
Donc voilà, je ne peux pas répondre vraiment à votre question. J'entends. C'est vrai que ça ne se résume pas en 140 signes et en un tweet, mais voilà, je renvoie encore une fois à votre ouvrage coécrit avec Aurélien Bouteau, Les limites planétaires, c'est à la découverte. Et pour tous ceux qui nous suivent, ça vous permettra d'approfondir le sujet. Docteur Hélène Lavoie, vous êtes la présidente directrice générale de The Red Team Analysis Society. Une Red Team, c'est un terme qui est militaire à la base, qui était très à la mode pendant la guerre froide. Vous, ce que vous faites, c'est que vous n'êtes pas directement dans une logique militante, mais vous observez le monde, vous prenez un peu un pas de côté et vous essayez de vous dire, au fond, avec ce qui est en train de se passer avec le dérèglement climatique, il y a évidemment des catastrophes. Malheureusement, pour certains, c'est aussi des opportunités. Dans Don't Look Up, on voit le milliardaire qui se dit, en fait, dans cette météorite qui arrive, il y a des nouveaux minerais, donc je pourrais les exploiter. Si l'Arctique fond, peut-être qu'il y a des nouvelles choses à exploiter, on le sait bien. Donc vous essayez d'avoir toujours un coup d'avance. C'est ce qui explique que le 15 mars 2020, quand on s'est retrouvés tous enfermés, vous aviez déjà des masques chez vous, parce que vous observez les signaux faibles. Donc dites-nous, depuis votre observatoire, ce que vous voyez comme enjeu géopolitique, parce que Natacha Gondran en a parlé, elle a dit par exemple la raréfaction de l'eau, c'est pas un problème global, mais dans certaines zones, ça va créer des grosses tensions. On pense à l'Iran et au Moyen-Orient où ça va créer vraiment des frictions fortes. Dites-nous géopolitiquement ce qui va se passer, quels sont les grands enjeux que va poser cette insoutenabilité de notre modèle. D'accord, je vais essayer effectivement de vous dire ça alors assez brièvement. Donc si on pouvait avoir mes slides, ça serait super. Voilà, merci beaucoup. Donc aussi, merci d'animer cette journée. Merci à Alter pour une journée qui me semble absolument fondamentale pour quelqu'un qui s'intéresse aux menaces planétaires et à la sécurité. Et merci en fait aussi de me permettre d'y participer. Donc je vais essayer de vous présenter, alors ça va être très bref parce que le sujet est long et puissant et important et profond. J'ai essayé de catégoriser en fait les types de problématiques géopolitiques en trois. Il n'y a plus de slides. Ça va revenir. Ok. En trois aspects. Donc, le premier sont les effets des dépassements des limites planétaires sur les capacités de gouvernance. Ensuite, on verra les enjeux politiques qui résultent des effets physiques croissants des dépassements des limites planétaires. Et finalement, on va regarder l'augmentation des tensions géopolitiques liées aux réponses qu'on pourrait apporter. Alors, soit dit entre parenthèses, je remercie vraiment beaucoup Natacha pour ce livre. Et c'était vraiment extrêmement intéressant de penser la géopolitique et les problématiques futures de sécurité en fonction de cette approche sur les limites planétaires, et je pense qu'il y a vraiment, en multidisciplinaire, il y a vraiment des choses très très intéressantes qu'on pourrait faire. Voilà, et alors pour essayer de vous convaincre tout de suite que c'est vraiment important et que les États sont très concernés, en tout cas ils le disent et je pense qu'ils le sont. Donc en fait, j'ai pris deux exemples. Aux États-Unis, les agences ou les ministères principaux, si on peut dire, qui s'occupent de tout ce qui est politique, géopolitique ou sécurité plus généralement, donc les agences du renseignement, le Pentagone et la DHS, en fait, ont publié juste avant la COP 3 rapports qui ensemble finalement couvrent en fait le spectre des enjeux politiques et géopolitiques et qui prennent en compte donc ces trois rapports ensemble le changement climatique. Si on regarde, ils parlent de changement climatique, mais en fait fondamentalement ils regardent changement climatique, utilisation mondiale de l'eau, érosion de la biodiversité essentiellement. Également, évidemment, la France n'est pas en reste et par exemple les forces armées ou le ministère des Armées a lancé l'initiative défense, changement climatique et forces armées en novembre 2021 qui essaye de prôner l'awareness et l'anticipation au sein des forces armées de différents pays. Et donc il y a déjà eu 25 gouvernements, 25 forces armées, signataires pour cette
cette initiative française, dont les États-Unis d'ailleurs. Donc en fait, en m'inspirant essentiellement d'ailleurs initialement du National Intelligence Estimate, donc je me suis attachée donc qui est très intéressant, donc j'encourage tous ceux qui peuvent lire l'anglais à le lire. Je me suis attachée donc à essayer de brosser un tableau aussi large et complet que possible, en un temps aussi bref, des différents enjeux politiques, géopolitiques que nous allons voir. Alors tout d'abord, même si ça peut sembler étrange, en fait, le premier impact géopolitique qu'on peut avoir, en fait, c'est sur nos capacités de gouvernance. Parce que si vous n'avez pas des capacités de gouvernance qui fonctionnent, de facto, vous pouvez vos interactions en termes de politique et de géopolitique avec les autres vont être obérées et vous allez faire face à certains problèmes. Donc, très facilement, en fait, quand on y réfléchit, tout simplement, c'est le résultat des crises et des catastrophes domestiques qui ont lieu, en fait, sur votre territoire et qui résulteraient du dépassement des limites planétaires et des différentes limites planétaires, et y compris, ça peut avoir lieu sur les bases militaires. Ça peut avoir un impact sur les bases militaires. On a aussi, évidemment, les multiples impacts sur les capacités en termes de formation. Ça, c'est très important au niveau des autorités politiques, au niveau des sociétés, et aussi au niveau de la préparation, alerte, gestion de crise, etc. Donc si vous avez trop de crises en même temps sur trop de choses et que vous n'êtes pas prêt, en fait votre système devient extrêmement fragile et peut collapser. Donc, en fait, je vais essayer de m'attacher pour chaque type d'enjeu à vous montrer les principes des dynamiques sous-jacentes qui animent, qui conduisent à ces enjeux géopolitiques, dans l'idée que si on comprend les principes et les dynamiques, en fait, après, on peut les appliquer plus simplement, même s'il faudrait les détailler pour avoir des visions plus fines et plus applicables. Mais ça permet d'avoir une première compréhension, en fait, de ce qui se passe. Donc, quand on part des limites planétaires et des limites planétaires dépassées, en fait, généralement, souvent, on pense au niveau global, comme Natacha l'a expliqué, et elle a déjà souligné qu'en fait, il y a des limites planétaires qui se conçoivent au niveau global et d'autres qui sont plus au niveau local. Donc, c'est un peu le phénomène de glocalisation, qui n'est pas un très joli mot, mais il est assez pratique. Et donc, les limites planétaires globales vont impacter les limites de votre pays, et ça va créer des effets existants. Alors ça, je l'ai mis en jaune, parce qu'il me semble, en fait, il y a vraiment un travail à faire, je pense, sur comment on passe de limites planétaires, comme celle que Natacha a expliquée, à quelque chose qui résonne pour les gens, et il est important qu'on sache, en fait, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Qu'est-ce que ça veut dire pour les sociétés? Si on passe du vert au jaune ou au rouge, quels sont les différents types d'effets? Donc ça, il me semble que c'est un peu le projet sur lequel Natacha travaille. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me semble qu'il va falloir développer dans le futur. Donc de ces effets existants, en fait, on va avoir donc des effets sur tout ce qui est capacité, intention, système normatif et légitimité de votre pays, et aussi des effets sécuritaires. Donc, quand je fais une différence entre effets sécuritaires et effets non sécuritaires, c'est que tout effet des limites planétaires dépassées, en fait, ne va pas avoir directement un effet sécuritaire. Par exemple, si vous avez l'introduction du frelon asiatique, même s'il y a un effet individuel sécuritaire, il ne va pas y avoir, peut-être au niveau collectif, un effet sécuritaire important. Donc ça, ce sont deux étapes qui sont différentes et qu'il va falloir regarder. Et aussi, en fonction de vos capacités, et aussi des systèmes normatifs dans lesquels votre société vit, vous allez avoir un sentiment de soutenabilité ou d'insoutenabilité qui va évoluer sur un spectre. On peut avoir donc une soutenabilité relative ou absolue. La pandémie, par exemple, est un très bon exemple quand on voit que
le fait de devoir porter un masque ou de ne pas pouvoir aller au restaurant semble absolument insoutenable pour une certaine catégorie de population. En fait, pour eux, c'est insoutenable. Mais est-ce que c'est une insoutenabilité relative ou absolue? Pour moi, la soutenabilité absolue serait une soutenabilité qui conduit à la mort ou à la destruction d'un système. Donc, ces effets sécuritaires, en fait, passent à travers vos capacités et leur résilience, la façon dont elles ont été construites aussi. Et est-ce que donc les effets existants des limites vont affecter vos capacités de telle façon que ça va être ressenti ou pas, et à quel degré en effet sécuritaire. Et une fois que vous avez tout ça, et ben en fait, la capacité plus l'effet sécuritaire va atteindre la sécurité de votre pays, et amener la sécurité, c'est la mission principale des autorités politiques d'un pays, et la sécurité, elle va se définir, donc je vais assez vite, mais en trois éléments: les ennemis de l'extérieur, donc c'est ce à quoi on pense en termes de géopolitique, mais aussi la criminalité et la paix civile, et la sécurité matérielle et idéationnelle. Et donc, si ces trois aspects, si donc quand il y a un dépassement d'une limite planétaire, en fait, votre système arrive à tout gérer et vos autorités politiques arrivent à faire face sans que la sécurité du pays et des populations soit mise en danger. À ce moment-là, vous allez augmenter votre légitimité. Par contre, si vous n'arrivez pas, et si ça se fait, votre incapacité à amener de la sécurité est répétée, donc en fait, la légitimité des autorités politiques est érodée de plus en plus, et ce qui a en soi aussi un effet sécuritaire dans la mesure où on ne peut plus mettre en place de politique. Donc voilà, donc ça, c'est les processus par lesquels les limites planétaires et surtout leur dépassement, en fait, vont impacter au cœur les systèmes politiques et donc de facto géopolitiques des pays. Donc maintenant, passons à quelque chose qui est plus, qu'on connaît mieux quand on parle d'enjeux politiques ou géopolitiques. Donc on va voir des enjeux qui sont plus extérieurs, et donc qui résultent là aussi des effets physiques croissants, des dépassements des limites planétaires. Alors le premier enjeu qu'on va voir et qui est répertorié, c'est l'instabilité et donc la montée des guerres civiles. Donc c'est ça, en fait, je suis allée au-delà de l'instabilité, mais un pays qui est instable va en fait monter vers la guerre civile. Donc on va avoir une intensification des effets et des difficultés d'adaptation conduisant à la guerre civile. Et par exemple, donc, dans son National Intelligence Estimate, donc les Américains ont estimé à 2040, en fait, les pays qui serait le plus à même, qu'ils pensent être le plus à risque, en fait, du changement climatique, d'effets résultant du changement climatique, mais on devrait faire ça de façon impérative pour toutes les limites planétaires et aussi en regardant les interactions entre ces limites. Et donc, fondamentalement, c'est une conséquence, en fait, du système que j'ai expliqué précédemment, c'est-à-dire que plus vous avez d'effets délétères sur les sociétés et plus vos capacités sont réduites et moins vous avez de capacité à y faire face, et jusqu'à ce que vos sociétés se délitent, que l'instabilité monte, et ça peut aller jusqu'aux guerres civiles. Donc ce qui est assez, et là en fait c'est fondamentalement c'est toute la ceinture tropicalo-équatoriale en fait qui est atteinte. Alors bien entendu on peut revoir ça plus en détail, et il faudrait le faire, et certainement si on prenait en compte toutes les limites planétaires, on aurait une vision différente de la façon dont le monde va probablement ou possiblement évoluer. Donc tout ça, ça se passe pas juste ailleurs, c'est aussi des demandes sur votre pays, enfin là on parle pour la France, donc sur la France, en fonction de ses intérêts et des relations que la France a avec ces pays. Donc en fait, on ne peut pas ignorer ce qui se passe ailleurs, on ne peut pas le faire en termes d'écologie et de limites planétaires, mais on ne peut pas non plus le faire en termes de politique et de géopolitique. Donc ça, c'est la première chose. Donc en fait, on reprend, si on regarde les principes, on reprend notre système, c'est toujours la même chose, parce qu'en fait, c'est toujours ce système qui va se dérouler en fait dans chaque pays. Et simplement, en fait, pour chaque pays, en fait, le PIB va avoir ses propres limites en plus des limites globales, le PIC aussi, et donc chaque pays atteint d'une façon...
Pardon ? Le PIC. Le PIC, c'est A, B, C. Ah d'accord. D, E, F, j'ai juste pris des idéotypes. Donc en fait, chaque pays donc, va avoir des conséquences en termes d'instabilité et de risque de guerre civile, même s'il faut du temps avant que la guerre civile arrive, mais parfois ça peut aller plus vite qu'on ne le pense. Et donc va avoir des demandes sur le pays central, donc sur la France. Donc ça, c'était le deuxième type d'effet physique croissant. Maintenant, le troisième type d'effet physique croissant, ce sont les tensions géopolitiques transfrontalières ou internationales. Donc, c'est les guerres, au pire, sont les guerres classiques. En fait, il y a toute une escalade vers le conflit. Donc, ça, c'est pour des autorités politiques, elles le conçoivent en fonction de la protection de leurs intérêts et aussi en fonction des pays de la lutte pour l'influence. Alors, tout d'abord, le premier type de tensions géopolitiques transfrontalières, on va avoir un renforcement et une convergence de types de conflits qui sont déjà connus. Par exemple, les risques de conflits liés à l'eau. Alors là, c'est la dernière carte disponible globalement que j'ai pu trouver, qui est sortie, qui a été publiée en mai 2021, sur le stress hydrique, qui a été fait par Riccardo Biancalani et Michela Marinelli, et donc qui représente au niveau mondial le stress hydrique, mais par bassin hydrographique. En fait, il y a aussi une carte que je ne peux pas montrer parce que je n'ai pas assez de temps, mais qui est uniquement au niveau étatique, mais qui est beaucoup moins intéressante parce que ça ne met pas en exergue en fait la différence entre les stress et les limites. Donc en fait, si ma carte est revenue, c'est super. Donc en fait, si certains stress hydriques vont dépasser en fait les frontières étatiques, et donc on va avoir des problèmes de souveraineté et des difficultés pour gérer en fait à plusieurs ces stress hydriques. Alors si vous voulez, donc sur notre site de Jean-Michel Valentin, docteur Jean-Michel Valentin vient d'écrire un article très intéressant où il parle de la façon dont la Turquie gère ses stress hydriques. Et en pensant à la Bourgogne-Franche-Comté, donc vous voyez que le nord de la France et je pense une partie de la Bourgogne en fait a quand même un petit stress hydrique. Alors que si vous regardiez juste le côté les pourcentages projetés de façon statistique pour un pays, en fait la France serait sans stress hydrique. Et de façon aussi très intéressante, on voit aussi que les États-Unis sont victimes d'un très gros stress hydrique. Donc en fait, on peut aussi, nous n'étant pas américains, on peut aussi se poser la question de l'influence et de l'impact que ça peut avoir sur la stabilité du pays, ce que bien entendu les Américains eux-mêmes ne peuvent être moins enclins à faire. On pense aussi en termes de conflits connus aux conflits liés aux migrations, puisque moins votre pays va être soutenable, moins vous pouvez habiter, plus les gens risquent de partir. Et donc ça crée tous les conflits migratoires auxquels on peut penser. On a une convergence, bien entendu, de tous ces types de conflits. Et par exemple, le National Intelligence Estimate pense que notamment les conflits d'eau et migration vont fortement augmenter à partir de 2030. 2030, c'est demain. Hein. Le deuxième type d'effet géopolitique qui est très intéressant, c'est la création de nouvelles zones de concurrence, en fait, stratégiques et de conflits. Alors quand je dis nouvelles, c'est nouvelles pour l'humain. Donc par exemple, et c'est le plus connu, c'est l'Arctique. Donc en fait, comme l'Arctique fondamentalement fond, et en fait ça a complètement changé la configuration de ce que nous, en tant que société humaine, nous pouvons faire. Donc vous avez la route du Nord, vous avez des passages, vous avez de nouvelles compétitions pour les ressources et de nouvelles tensions géopolitiques qui peuvent émerger. Mais vous avez aussi en fait d'autres choses qui sont moins connues et auxquelles on pense moins. Et par exemple, c'est qu'il va falloir apprendre à vivre et à fonctionner dans un espace international, par exemple, contaminé. C'est exactement ce qu'on a vu au début avec
la pandémie, c'est qu'il y a eu que tout d'un coup, on n'avait plus de masques produits en France, qu'il y a eu des compétitions très dures et parfois juste directes où les gens volaient les masques achetés par le gouvernement français sur les tarmacs, et puis il y a eu la course au vaccin. Donc, et évidemment, ça, l'espace contaminé, alors on ne sait pas quelle est l'origine du Covid, probablement on le saura jamais avec certitude, avec 100% de certitude, mais dans la biodiversité, même si c'est débattu, dans la limite planétaire liée à la biodiversité, il faut savoir que il est possible ou probable que plus la biodiversité baisse, en fait, plus les maladies ou les virus peuvent sauter facilement d'une espèce à l'autre. Donc, plus la biodiversité planétaire est réduite, en fait, plus les risques de pandémie pourraient augmenter ou augmenterait. On pourra mettre un pourcentage en fonction des débats scientifiques. Et donc, en fait, vivre dans un espace contaminé, peut-être que... alors, c'est peut-être la mauvaise nouvelle de la journée, mais peut-être que là, on fait juste une répétition de ce qui nous attend dans les années à venir. Je ne voudrais pas vous déprimer tous, mais bon. Et en fait, il y a de nouveaux... du moment où on dépasse les limites planétaires, il y a plein de nouveaux environnements pour nous, humains, qui émergent et qui vont créer donc des nouvelles tensions géopolitiques. Alors moi, j'appelle ça les environnements extrêmes, et j'emprunte le concept aux Anglais qui avaient créé ce concept en 2010 avant de l'abandonner. Donc, c'est toujours notre même graphique, donc comme ça, c'est facile, ça permet de répéter et donc de mieux comprendre, mais au lieu d'avoir juste des demandes sur votre pays, donc sur la France, en fait, ce qu'on peut avoir sont en fait des conflits ou des demandes... il me reste du temps ? Oui. Des demandes beaucoup plus fortes, et aussi les conflits, les pays entre eux peuvent commencer à avoir des tensions très fortes qui peuvent escalader jusqu'à la guerre. Et finalement, et ça c'est une partie que les Américains ont mis dans leur National Intelligence Estimate, que j'ai trouvé extrêmement intéressante, c'est qu'ils ont pris en compte la réponse, et donc ainsi, ils introduisent aussi dans la géopolitique quelque chose qui est fondamental et qui est une boucle de rétroaction, donc qui est utilisée très souvent en écologie et qui l'est moins souvent en politique et en géopolitique. Et les deux, en fait, la rétroaction et les feedbacks, pour utiliser le terme anglais, entre les différentes problématiques, en fait, est évidemment extrêmement important et doit être toujours prise en compte. Donc, en fait, les réponses elles-mêmes vont aussi, les réponses qu'on va amener ou ne pas amener au dépassement des différentes limites planétaires vont amener ou non des tensions politiques et géopolitiques. Donc, celles qu'on connaît le plus, puisqu'on parle le plus souvent de la COP, comme Natacha le mentionnait et la question le soulignait avant. Donc on parle plus du changement climatique. Donc c'est par exemple, qui a la plus grande responsabilité d'agir et de payer et à quel rythme. Donc ça, en fait, sont des conflits normatifs, des tensions normatives, excusez-moi, au niveau international où les différents États et les différents représentants des États, en fait, vont définir en fait la façon dont nos sociétés, de façon internationale, sont régulées, quelles sont les normes qui régulent nos sociétés. Et là, je voudrais vous présenter quelque chose qui est moins connu, mais qui est très important. Ce sont les grands fonds marins. Donc, ça fait partie des nouvelles zones en fait qui sont en train d'être conquises ou développées par l'humain pour le bien, et je l'espère, et en essayant de faire attention à ne pas faire pire que mieux. Et donc, en fait, il y a déjà l'International Seabed Authority, donc en fait, a déjà une action très forte pour essayer d'avoir la conservation marine. Et par exemple, l'Ifremer, pour parler de la France, est aussi très impliqué dans la compétition normative, donc au niveau des réponses. De même que la Chine, qui est très active aussi au niveau de la formation.
Alors, la deuxième, et en fait, je vais prendre cet exemple des grands fonds marins pendant tout ce chapitre, ce dernier chapitre sur les réponses. Donc, dans les réponses, on va avoir aussi une compétition pour dominer des nouvelles technologies et des nouveaux systèmes sociopolitiques qui vont nous permettre de faire face à l'insoutenabilité montante, en fait, du dépassement des limites planétaires. Et ce qui est important, c'est que la création de ces réponses peut aussi être faite en délocalisé. Il n'y a pas que le changement climatique, il n'y a pas que les limites planétaires qui font de la globalisation. Nous aussi, on peut faire la même chose. Et donc, c'est pour ça que je me suis dit, est-ce que je prends l'exemple des grands fonds marins pour la Bourgogne-Franche-Comté ? Ben, en fait, oui, je pense que même si directement, ce n'est pas forcément évident qu'il y a un lien, mais en fait, bien entendu, j'ai envie de dire, il peut y en avoir un et il y en a. Alors, les premières réponses en termes de technologie et de systèmes sociopolitiques qu'on va essayer de créer et qui vont créer des compétitions, c'est qu'on va essayer d'empêcher une montée vers l'insoutenabilité. Donc, par exemple, ce sont les transitions vers l'énergie propre. On peut essayer de réparer et de revenir à quelque chose qui est soutenable. Alors, encore faut-il arriver à trouver comment le faire, mais ça peut être les technologies de décarbonisation. La troisième façon, ça va être de devoir s'adapter à l'insoutenabilité avec justement la vie, par exemple, ce que je mentionnais, la vie dans un environnement contaminé, une insoutenabilité relative. Bien entendu, si on atteint une insoutenabilité absolue, ben c'est fini. À part, c'est fini, non, c'est pas forcément fini. On peut très bien essayer de partir sur une autre planète. Finalement, il va y avoir des compétitions pour contrôler les ressources pour pouvoir développer ces nouvelles technologies et ces nouveaux systèmes de réponse. Et ça aussi, le contrôle de ces ressources, en fait, va avoir un impact qui va être aussi délocalisé. Alors, comme exemple, toujours sur mes grands fonds marins, donc on a une compétition scientifique et technologique, où là sont les Chinois qui sont les deuxièmes à être descendus de la façon la plus profonde. Ceux qui ont le record sont les Américains. Ils sont extrêmement avancés, mais ça demande des capacités en intelligence artificielle, en robotique, etc. Et donc, j'ai fait avant de venir, j'ai regardé. Donc, en Bourgogne-Franche-Comté, il y a ces capacités. Donc, en fait, aussi, des zones qui ne sont pas marines, en fait, peuvent aussi, bien entendu, complètement participer au développement durable des grands fonds marins. Et c'est très important parce que dans les grands fonds marins, en fait, on a une compétition économique pour les ressources minières et pour des ressources, en fait, qui peuvent être cruciales justement pour le développement de toutes les technologies pour aller chercher ces ressources minières dans les grands fonds marins, mais aussi pour les autres technologies dont on a besoin pour répondre au dépassement des limites planétaires. Et là encore, et de façon liée avec l'enjeu qu'on a vu tout à l'heure, on a le développement en fait de nouveaux environnements extrêmes qui va demander vraiment une compétition perceptuelle, un changement de vision, c'est une compétition géostratégique et aussi militaro-industrielle. Donc là, en fait, ce que j'ai voulu montrer, c'est que dans mes barres, c'est qu'en fait, la France est la deuxième puissance maritime au monde, juste après les États-Unis, mais pas de très loin. Et si vous regardez le vert, en fait, le vert, c'est juste le continent et en fait la zone maritime proche de la métropole. Et vous voyez que la France est un tout petit pays, je veux dire, en termes de superficie, bien entendu. Et donc, on pense hexagone. Et nous, dans notre tête, on pense l'hexagone. Parfois, on essaye de penser aussi au territoire ultramarin, mais fondamentalement, on pense terre émergée. Mais si vous changez votre perception des choses et vous regardez en fait aussi les zones maritimes, et ben en fait, la France, ce qui la représente le mieux, c'est la carte en bas à droite. Et vous voyez en fait toutes les zones bleu clair, en fait, c'est la France.
Au-dessus, vous avez les États-Unis, en haut à droite, donc ce qui montre que les États-Unis, ils ont beaucoup de zones grâce à l'Alaska, mais par exemple, on est une puissance, la France est la deuxième puissance au niveau du Pacifique. Au niveau, encore plus étonnant, au niveau de l'océan Indien, nous sommes la première puissance marine. Et par contre, la Chine n'a pas grand monde. Et là, ça vous montre que aussi, avoir ces zones, ça permet en fait d'exploiter de façon, espérons-le, durable, les grands fonds marins. Mais il faut aussi maintenir la protection géopolitique, et donc ça montre aussi que la perte du contrat des sous-marins en Australie, c'est plus que juste une perte industrielle, ce qui est déjà et budgétaire, qui était une grosse perte, mais ça va beaucoup plus loin. On arrive à la fin, peut-être juste un mot de l'espace. Sur l'espace, oui. Oui, parce qu'on touche aux limites temporelles. Oui, non, je sais. Désolée. Donc, en fait, voilà, c'était donc... en fait, il faudrait aussi rajouter l'espace, et on peut faire exactement le raisonnement que j'ai fait vraiment très brièvement, parce qu'on pourrait en dire beaucoup plus sur les grands fonds marins. On peut aussi le faire dans l'espace. Donc ça, c'est la fin du graphique qui est un peu plus compliqué, où j'ai rajouté les réponses. Mais en fait, sur l'espace, vous pouvez faire la même chose, et il faudrait en fait idéalement aller au-delà de la stratosphère et regarder aussi ce qui se passe dans les autres systèmes, dans la ceinture d'astéroïdes, etc. Et si on fait en fait cette approche, si on a cette approche, et si on pense aussi à respecter des limites, je ne sais pas comment, d'univers, ça serait bien. En fait, ça nous permettrait aussi de nous resituer, d'arrêter d'être complètement égocentrique ou géocentrique, et de nous resituer en fait dans un système où on appartient fondamentalement à l'univers, et peut-être que ça aiderait aussi à arrêter le dépassement des limites planétaires. Mais on peut aussi, au niveau technologique, au niveau, évidemment, l'espace est une nouvelle zone de compétition géopolitique. Il faut protéger, ou il faut penser à la Lune, qu'est-ce qui se passe si on l'exploite trop, etc. Et donc, en fait, tous ces systèmes doivent être explorés. Voilà. Si vous envisagez une planète de secours, est-ce que c'est la meilleure en fait, je pense que ça serait très bien. Ça serait idéal, je suis d'accord. Alors comme ça a peu de chances d'arriver, merci beaucoup Hélène. En fait, ce qu'on entend dans tout ce que vous nous dites, bon, c'était pas tellement réjouissant ce propos introductif de vous deux, mais c'était pas le but, c'était pas le propos n'était pas de mentir. Il y a un livre de Mathieu Ozano, qui est le fondateur du Shift Project, qui s'appelle L'or noir, et donc c'est l'histoire du pétrole. Et au fond, ça reprend exactement ce que vous dites, parce qu'on voit bien, il y a un commentaire sur la guerre civile en Syrie, est une illustration de l'effondrement d'un système fragilisé par le stress hydrique, mais il y avait aussi que les ressources de pétrole étaient très faibles, et pour des pays qui dépendent du pétrole, c'est passé la même chose en Algérie ou au Venezuela. Dès qu'il y a un effondrement des ressources en énergie, il y a une guerre civile. On dit beaucoup qu'à l'avenir, les conflits classiques seront des conflits pour les ressources. L'Europe entière est en train de se dire qu'on va se convertir à l'électrique, mais les composants des batteries électriques, on ne les a pas sur nos sols. Ils sont majoritairement en Afrique. Est-ce que vous pensez qu'on va réussir à trouver des solutions soutenables par le jeu de la coopération et du dialogue commercial classique, ou est-ce que vous voyez pointer des risques de conflit là-dessus? Vous voulez une réponse franche et honnête? Oui, je préférerais. Moi, je vois absolument aucune coopération. Enfin, j'y crois pas, malheureusement. J'aimerais y croire, mais... Ou alors, s'il y a une chose qui pourrait éventuellement être possible, ça serait une domination avec beaucoup d'injustice. On parle beaucoup, oui. Mais ce que je vois, de mon vivant, ce que j'ai vu au fil des COP, ce que j'ai vu, quels que soient les systèmes, en fait, à chaque fois, je suis atterrée par les inactions et par l'incapacité à se mettre d'accord. Donc en fait, on parle beaucoup. Heureusement, les scientifiques avancent, mais finalement, rien n'est fait. Et au contraire, les systèmes continuent à se dégrader. Ce que Natacha disait sur la biodiversité, c'est catastrophique. Et fondamentalement, tout le monde s'en fiche.
Et Voilà. ce que vous montrez aussi, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de thèmes de frontières qui reviennent, de souveraineté, d'autonomie. Mais ce que vous montrez, c'est que les risques auxquels on fait face, ils sont globaux. Le réchauffement du CO2, que la particule elle soit émise en Bourgogne-Franche-Comté ou au Bangladesh, c'est le même problème. Et en ce moment, ce qu'on vit avec le Covid, c'est parti de Wuhan. En quelques secondes, en quelques semaines, c'était chez nous. Et Omicron, c'est allé encore plus vite. Donc au fond, les problèmes que vous nous montrez, ils prônent encore plus des réponses globales, enfin prises politiquement à un échelon mondial. Oui, je suis d'accord. Idéalement et utopiquement, c'est ce qu'on devrait faire. Et je pense que ceux qui y croient et qui se battent dans les États et qui discutent essayent de faire. Mais le système tel qu'il est à l'heure actuelle, moi je vois personne être assez altruiste pour dire ah ben oui, tiens, on va enfin travailler ensemble. Et puis aussi, c'est important aussi quand même de penser à la protection de sa propre population, si je parle du point de vue des autorités politiques. Mais par exemple, alors, la pandémie montre bien que pour l'instant, on n'arrive pas à avoir une approche coopérative aux choses. Et aussi les enjeux d'influence pour rester un super pouvoir, on n'a pas parlé de ça, c'est très, très, très large, mais sont tels que si les Chinois font quelque chose de bien, c'est devenu impossible, si vous regardez en tout cas les plateaux de télévision, en fait de le dire sans être traité d'antidémocrate, etc. Et donc tant qu'on a une vision qui est complètement idéologique des choses et qu'on projette aussi, ça c'est un biais cognitif important, tous les problèmes sur les autres, ben on peut pas régler, alors je dis pas que les Chinois sont angéliques, hein, mais on peut pas régler les problématiques. Et donc il faut arriver absolument à revenir vers le réel, il me semble. Natacha, je voudrais savoir ce que ça vous inspire. Il y a eu le commentaire, est-ce qu'il nous faut une planète de secours? Sans doute pas, mais par rapport à la question des limites planétaires, vous l'avez un tout petit peu esquissé, il y a un terme qui revient souvent, c'est le technosolutionnisme, et donc l'idée que tout ce qu'on a dégradé nous-mêmes, on pourrait le restaurer grâce à la science, par exemple en modifiant l'orbite de la Terre pour éloigner le Soleil et ainsi éviter le réchauffement climatique. C'est des pistes qui sont reprises quand même par un certain nombre de scientifiques. Ça vous paraît délirant ou à écouter ? Moi personnellement, et je pense dans la communauté des gens qui travaillent sur les limites planétaires, c'est pas des pistes viable, on va dire, ou durable. L'idée, on travaille pas mal avec des notions d'analyse de cycle de vie. Donc l'idée, c'est d'essayer de regarder l'ensemble des impacts d'une solution donnée par rapport à l'environnement ou par rapport aux autres enjeux. Et effectivement, quand on travaille comme ça sur les pistes proposées de géo-ingénierie, en général, on s'aperçoit que ça vient décaler typiquement l'histoire de notre planète. Ok, c'est bien gentil, mais comment on fait pour y aller ? Il y a besoin d'énormément d'énergie pour y accéder. Et puis, on ne pourra pas y aller. On est 7 milliards sur Terre, on ne pourra pas y aller tous. Donc, ce n'est pas une solution qui paraît environnementalement faisable et équitablement juste aussi, on va dire. Et sinon, je trouvais vraiment très intéressant, et du coup, bravo aux organisateurs, parce que nos interventions étaient vraiment complémentaires. La réflexion qui me venait après la présentation d'Hélène Lavoie, c'était le fait, justement, il y a un article qui est aussi paru récemment qui apporte une critique un peu, une critique constructive, on va dire, sur le cadre des limites planétaires, mais qui met en évidence le fait que pour l'instant, les pays du Sud ne se sont pas encore vraiment emparés de ce concept, parce que du coup, ils voient ça plus comme une contrainte par rapport à leur développement. C'est ce qu'évoquait Hélène Lavoie, le principe des responsabilités communes mais différenciées qui s'appliquent au climat, mais qui peuvent aussi s'appliquer sur toutes les autres limites, et qui est effectivement un enjeu très très fort. C'est-à-dire que si on veut faire des descentes d'échelle, quel est le droit de chacun? Et est-ce que les pays qui, pour l'instant, n'ont pas encore trop contribué à l'atteinte des limites planétaires, parce qu'il ne faut pas se voiler la face, c'est quand même principalement nos pays occidentalisés qui ont contribué au fait qu'on a atteint ces limites, est-ce qu'on leur donne
le même droit que nous, ou est-ce qu'ils ont droit à plus de droits d'émission, par exemple, par rapport au fait qu'eux, ils n'en ont pas encore dépensé auparavant. Alors on arrive au bout, mais comme on avait commencé avec 5 minutes de retard, je vais nous accorder 5 minutes de plus, on rallongera la pause, je vous rassure, pour que tout soit bien. Il y a 2 dernières questions que je voudrais pas brider. Il y a une autre question qui est venue tout à l'heure en écho à ce que disait Natacha, à savoir quelles sont les limites de la croissance démographique, et pour une fois j'ai la réponse. Je vous renvoie à un podcast du Muséum national d'histoire naturelle qui s'appelle Pour que nature vive. Vous cherchez Gilles Pison, qui est notre grand démographe, qui montre bien d'abord qu'on va connaître de notre vivant le dépeuplement de la planète. Le dépeuplement est extrêmement rapide et l'Inde, la Chine sont déjà sous le seuil de repeuplement. Donc comme pour l'instant ils vieillissent, ils ne baissent pas, mais d'ici 20-30 ans, vous allez pouvoir commencer à avoir le dépeuplement de la Chine et l'Inde. Et ce n'est pas le problème c'est le nombre, c'est l'empreinte carbone de chaque habitant. Et si la planète Terre peut sans souci supporter le mode de vie de 12 milliards de Bangladais, 2 milliards de citoyens américains, en revanche, ça la tuerait. Voilà. Donc pour une fois, j'avais la réponse. Il y a 2 questions que je vous ouvre à toutes les 2. Est-ce que la tendance va vers les low-tech et comment favoriser les réponses globales peut-être les réponses globales, c'est peut-être pour vous. Justement, j'étais en train de penser à l'histoire des low-tech en écoutant Natacha. Je me disais qu'il y a vraiment un tropisme, un fort tropisme. Bien entendu, on en aura besoin sur la technologie, mais je pense que si on regarde le passé, alors c'était pas les mêmes problèmes, mais si on regarde la chute de l'Empire romain, etc., en fait, les sociétés, pour qu'elles changent vraiment, il y a certes des changements technologiques, mais il faut un changement de modèles idéaux, sociaux, politiques. Et peut-être, ma conviction, ou une de mes convictions, c'est qu'en fait, il faut faire les deux. Et que tant qu'on reste dans le système dans lequel on vit actuellement, qui est fondamentalement le libéralisme, ça marchera pas. Et donc, peut-être, justement, l'approche low-tech est ce qui fera, ou low-tech, ou en tout cas changer le système, plus des techs, quelles qu'elles soient, celles qui marchent, sans unintended consequence. En fait, c'est peut-être ça aussi, ce vers quoi il faut réfléchir. Alors certes, il y a plein de gens. Le problème, c'est que là aussi, on va se retrouver dans des luttes de pouvoir parce que bien entendu, les classes en fait qui profitent du système tel qu'il est actuellement vont pas laisser partir leurs avantages. Et puis il y a ceux qui sont pas encore dedans et qui aimeraient bien avoir ça, mais si c'est pas possible, c'est pas possible. Donc en fait là, on est vraiment dans des périodes de très grande instabilité, de très grande tension, je pense, sur comment favoriser les réponses globales. J'ai peur que en fait ça soit la nature et les limites planétaires qui les favorisent, c'est que confrontés à des catastrophes, on s'y met par contrainte. On s'y met par contrainte. Généralement, si on regarde historiquement, même sur d'autres choses, en fait, c'est ainsi que les systèmes changent. La Première Guerre mondiale a amené la Société des Nations qui a montré ses limites. Il y a eu la Seconde Guerre mondiale qui a donné l'ONU qui, pour l'instant, évite des conflits globalisés. Mais s'il y a le dérèglement climatique, on ne peut plus agir. Et la Grande Peste a donné la fin de la féodalité. Donc on peut espérer quelque chose du Covid même. Je ne sais pas s'il faut l'espérer, s'il faut espérer ce genre de catastrophe, mais de facto, ça se profile. Je ne sais pas ce que Natacha en pense. Natacha, on vous laisse le mot de la fin, je vous vois sourire. Alors, est-ce que vous aussi, vous espérez une nouvelle grande peste pour qu'on s'en sorte? J'ai pas dit que je l'espérais. Non, je comprends bien. J'espère pas une nouvelle grande peste. Je pense que Hélène Lavoie avait des éléments peut-être mieux informés que moi sur la question. Ouais, c'était un peu la même chose. La low-tech, effectivement. Alors, j'ai des collègues qui travaillent dessus. Moi, je travaille pas dessus. C'est une des voies. Après, comme l'a dit Hélène, il y a l'enjeu économique derrière. C'est-à-dire que ça va pas être juste un changement technologique. C'est un changement qui doit être plus profond sur l'organisation de nos sociétés. Et pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, que dans les années, vous avez cité un livre de 65, Ernst Schumacher en 72, il avait déjà tout prévu aussi avec Small is Beautiful. Donc je pense qu'on a intérêt peut-être à relire des ouvrages comme ça.
Eh ben on va faire ça, on va relire des classiques, on vous mettra toutes les références dans le chat de la journée pour que vous ne perdiez rien. Et c'était extrêmement dense. Merci beaucoup Natacha, merci beaucoup Hélène. Vous aurez la possibilité de revisionner ça en replay pour vous imprégner lentement des cartes et des graphiques, pour vous familiariser avec le soutenabilité forte, faible, les limites planétaires et les nouveaux risques de conflit. Merci infiniment à toutes les deux, c'était passionnant.